400.000 nati nell'ultimo anno in Italia, non è un inverno demografico, signori, è una glaciazione. Dans le troisième millénaire, vive la République, vive le peuple, vive la France! Beste Vlaamse vrienden, we staan hier vandaag. Ennyi ellen vagyunk egyszerre még sosem volt. Kedves barátaim, hatalmas győzelmet arattunk. Bonjour et bienvenue dans ce second épisode des podcasts libres et en lutte ensemble. Qu'ils soient politiques, philosophiques, écologiques, sociaux ou économiques, les comportements extrémistes questionnent nos fondamentaux démocratiques et nous concernent toutes et tous. Les extrémismes enferment les idées, cadenassent les débats. Ils sont notre prison. Voilà pourquoi le Centre d'action laïque mène campagne depuis plusieurs mois et jusqu'aux prochaines élections. Ce podcast en témoigne. Dans ce second épisode, nous allons tenter de comprendre qui sont les groupes extrémistes religieux. On parle beaucoup de l'extrême droite, voire de l'extrême gauche, mais aussi des extrémismes religieux. Il nous semblait pertinent d'évaluer l'interpénétration du religieux et du politique. D'ailleurs, un extrémisme religieux, est-ce la même chose qu'un extrémisme politique ? Première question posée à l'historien et sociologue français Pierre Rosanvallon. Je pense que c'est la même chose avec une seule différence, c'est que les extrémistes religieux correspondent à une dimension peut-être existentielle plus profonde. Donc ils sont peut-être virtuellement plus forts et plus enracinés. En parlant des religieux, je dirais plutôt des intégristes et des fondamentalistes, parce que ça veut dire que la règle est immuable. Sylvie Losberg, psychanalyste, historienne et directrice de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque, ancienne présidente des femmes francophones de Belgique. Chez les extrémistes, de droite par exemple, qui ne sont pas religieux, parlons de l'extrême droite, les choses s'interchangent, ils peuvent changer d'avis. Marine Le Pen, elle change d'avis sur un tel sujet ou sur un autre, en fonction du gré du vent. C'est une extrémiste malgré tout. Par contre, du côté des dogmes religieux, c'est plutôt de l'intégrisme dans le sens où ça ne change pas. Le message, l'attribution, le stéréotype ne changent pas. Et la société qu'ils veulent, c'est une société qui est statique, qui reste la même, très hiérarchisée, verticale. Et donc, c'est pas du tout la société égalitaire dont je parlais, c'est-à-dire une société qui reconnaît des droits universels aux humains. Bon, cela étant posé, allons voir plus loin, au cœur de ces groupes religieux, avec François Fink. François est essayiste et chercheur délégué de la cellule études et stratégies du Centre d'action laïque. Dans son ouvrage « Les croisés de la contre-révolution », il a longuement étudié les attaques contre les droits des femmes et des personnes LGBTQI+, dans le monde. En apparence éloignée, ces régressions résultent d'une même offensive réactionnaire. L'action stratégique d'une coalition internationale d'organisations fondamentalistes. Campagne, pétition, contentieux stratégique devant les tribunaux, lobbying auprès d'organisations internationales, alliance avec des partis politiques, les armes, on va le voir, sont nombreuses. Les groupes religieux ne sont pas simplement des églises ou des religieux dans le sens strict du terme, qui ont une pratique, ce sont des groupes politiques, qui ont un objectif politique. D'abord, il faudrait tenter de définir ce qu'est l'extrémisme religieux. Jean-Philippe Schreiber, historien des religions, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Parce que contrairement à l'extrémisme ou au radicalisme politique, où là le spectre est très divisé, très polarisé, en ce qui concerne la religion, l'extrémisme finalement, il existe au sein de chaque religion. Et donc c'est une question qui concerne avant tout chaque religion individuellement, à savoir qu'elle comporte en son sein diverses lectures, diverses manières, diverses expressions de la religion, et qu'il est un peu difficile de faire la part des choses et de tracer la frontière entre une manière, je dirais, normale ou conventionnelle de considérer la religion et puis l'extrémisme. D'autant que l'inspiration est la même, ce sont les mêmes textes de la tradition religieuse qui sont interprétés différemment, qui par les uns sont interprétés de manière peut-être distanciés et moins littéralistes, et puis d'autres qui les interprètent de manière littérale et utilisent aujourd'hui, dans un contexte du XXIe siècle, des manières de penser, des manières d'agir qui vont puiser dans une tradition très ancrée et vont puiser dans des temps assez reculés. Terroristes, djihadistes, est-ce que c'est cela que l'on appelle les extrémistes religieux ? D'ailleurs, ne sont-ils que d'une seule religion, ces extrémistes ?
Pour François Fink, la réponse est non. Alors effectivement, on ne parle pas uniquement de djihadistes terroristes, ni même uniquement d'islamistes. Il faut être bien clair que ces groupes religieux extrémistes sont de diverses obédiences. Alors d'un côté, comme vous avez parlé des djihadistes, on peut continuer un peu sur cet angle-là, parler des groupes islamistes. Mais au-delà des groupes djihadistes qui cherchent qui utilisent l'action violente, il y a toute la nébuleuse autour des frères musulmans, d'organisations liées à cette nébuleuse qui cherchent plutôt à changer le droit par l'action politique de manière extrêmement persévérante et par une politique des petits pas, notamment au niveau local ou parfois aussi au niveau de l'Union européenne. Par exemple, en attaquant les règles de la laïcité, surtout la laïcité en France ou en Belgique aussi, on le voit avec la question de la neutralité de l'État, de la neutralité du service public. Ces règles sont attaquées de manière extrêmement, avec une grande persévérance de la part de ces groupes, qui prétendent en tout cas représenter l'ensemble des musulmans d'Europe, l'ensemble des citoyens européens ou des résidents européens de religion musulmane, ce qui est bien sûr une prétention qui ne correspond pas à la réalité, mais c'est leur tactique politique, au niveau, cette fois-ci, pas seulement au niveau local, mais au niveau même de l'Union européenne, d'être la voix de tous les musulmans d'Europe. Encore une fois, ce qui est bien sûr abusif, ce qui n'est pas le cas en réalité, mais qui est une tactique politique de leur part. Mais il y a aussi toute une nébuleuse très bien organisée au niveau international, toute une nébuleuse d'organisations chrétiennes fondamentalistes, qui, elles aussi, ont un objectif politique et qui cherchent à modifier le droit applicable dans les différents États du monde. C'est beaucoup plus largement, ils ont vraiment, pour le coup, ces groupes religieux chrétiens, surtout d'inspiration évangélique, ont vraiment une ambition mondiale également. C'est vrai que, sans penser pour autant qu'on connaisse des régressions constantes, je crois qu'il y a des phénomènes qui relèvent de la variation. Il y a des manifestations religieuses, des manifestations aussi de radicalisme religieux qui reviennent dans certains contextes bien définis. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate un certain nombre de retours du radicalisme ou de l'extrémisme qu'on ne connaissait peut-être plus ou moins dans les décennies précédentes. Ces groupes chrétiens sont d'inspiration évangélique, mais aussi catholique et orthodoxe. Donc on a un véritable œcuménisme, on peut dire, réactionnaire, de groupes d'inspiration religieuse, donc à la fois protestants évangéliques, catholiques intégristes ou catholiques très conservateurs, donc c'est la forme conservatrice de l'Église, et orthodoxes, surtout d'inspiration d'orthodoxes russes, qui ont donc un objectif politique. Il y a un double phénomène. D'abord, il y a une volonté de certaines religions qui n'ont pas de problème avec le fait de s'ingérer dans le jeu politique, d'entrer en politique. Il y a un certain nombre d'églises qui font de la politique, un peu partout dans le monde, particulièrement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et puis il y a l'opportunisme d'un certain nombre de leaders populistes d'aller chercher des voix de ce côté-là, pas toujours par conviction établie. Je ne pense pas que Trump soit un chrétien très observant, mais parce qu'il a vu l'opportunité de mobiliser des églises autour de sa candidature et puis de son exercice du pouvoir, simplement en trouvant le moyen de rencontrer des préoccupations de ces croyants qui sont des électeurs et des électeurs très, très nombreux. Et là, on a la convergence effectivement entre l'opportunisme d'un populisme politique tel qu'il est incarné par Trump ou par Bolsonaro et puis d'autres leaders, et puis le rigorisme moral d'un certain nombre de chrétiens qui trouvent qu'on est allé trop loin dans un certain nombre de domaines, dans le domaine éthique, dans le domaine de l'égalité, dans le domaine de l'éducation. On est allé trop loin, on a fait trop de progrès, et ils veulent un retour en arrière, ou en tout cas un frein. Et leurs aspirations, de ce point de vue, leur aspiration à un ordre moral est rencontrée par un certain nombre de ces populistes, de ces leaders populistes un peu partout dans le monde. Bolsonaro au Brésil, Javier Milei en Argentine, Donald Trump aux États-Unis. Pourtant, ce ne sont pas des anges et encore moins des hommes de religion. Et il y a certaines alliances entre des extrémistes politiques et des extrémistes religieux. Dans le cas, par exemple, des extrémistes d'inspiration chrétienne,
Alors c'est évident dans le cas américain. Une petite digression, on ne parlait pas d'Europe mais des États-Unis, mais c'est intéressant aussi car on voit comment l'alliance entre d'un côté Donald Trump, donc vraiment l'extrême droite l'extrême droite, on peut dire, voilà, du Parti républicain, mais qui est clairement devenu d'extrême droite, s'est alliée avec les évangéliques, ce qui lui ont permis de gagner les élections de 2016, et on peut craindre, en tout cas, qu'il y ait une répétition aux prochaines élections de 2024, une alliance entre l'extrême droite. Alors, qui n'est pas forcément religieuse à la base. Hein. Trump, à la base, n'est pas un évangélique lui-même, mais il a vu que ce serait électoralement payant de s'allier avec les évangéliques. Ces églises, je pense notamment à un certain nombre d'églises protestantes, évangéliques aux États-Unis ou en Amérique du Sud, ont non seulement une vision de la société, des rapports entre les individus, mais ont également une vision de l'économie qui... se trouve rencontré par les aspirations politiques de ces leaders, soit qu'ils ont déjà obtenu le pouvoir, soit qu'ils sont aux portes du pouvoir. Du côté protestant évangélique, il y a la reconnaissance religieuse d'une économie de marché triomphante, et il n'y a pas de rejet moral du profit et de ce qu'il suppose comme construction d'inégalité. Donc il y a là une conjonction entre un rigorisme moral sur le plan des pratiques dans nos sociétés, et puis une reconnaissance pleine et entière du marché et de ses excès, même quand ils sont peut-être contraires au message évangélique. En réalité, selon ces églises, cette économie libérale triomphante rencontre leurs aspirations, parce que c'est le moyen d'accomplir son passage sur terre à travers la prospérité. Et d'ailleurs, on parle, en ce qui concerne les églises protestantes évangéliques, de théologie de la prospérité. Économie libérale triomphante, théologie de la prospérité, le dieu argent est partout. Pour autant, le sacré n'est-il pas en train de reculer ? En tout cas, la religiosité ? Et la sécularité augmente-t-elle ? On vit dans un monde où une partie minoritaire de l'hémisphère nord se sécularise invariablement. L'athéisme, l'agnosticisme, l'incroyance font des progrès, et le sentiment religieux non pas s'effondre, mais se délite de manière évidente. C'est le cas en Europe de l'Ouest, c'est le cas même aux États-Unis, qu'on dit toujours comme étant très religieux. Même aux États-Unis, le sentiment religieux, l'incroyance sont en train le sentiment religieux s'effondre et l'incroyance est en train de progresser. Mais dans le reste du monde, l'adhésion à la religion reste très forte, et surtout, la religion commence à jouer un rôle politique de plus en plus marqué. Quand on voit ce qui se passe en Amérique latine, le poids des diverses églises dans le jeu politique lors des élections en Amérique latine, c'est tout à fait évident. Édouard Delruel, professeur de philosophie politique à l'Université de Liège, ajoute même: ce qui est certain, parce que ça c'est un mouvement multiséculaire, c'est que le poids de la religion dans l'organisation de la vie sociale et de la vie politique diminue partout, y compris dans les États qui se disent officiellement religieux. Je pense à une société comme la société iranienne, par exemple, est beaucoup plus sécularisée qu'on ne le croit. Hein. Même si, évidemment, c'est une république islamique. Et d'ailleurs, la seule solution pour cette république islamique, pour ce régime religieux, de se maintenir, c'est la répression. Ce qui est quand même bien la preuve que les gens sont beaucoup moins attachés, en tout cas beaucoup moins pénétrés de la religion qu'ils ne l'étaient sans doute à l'époque du Shah d'Iran. Chez nous en Europe, faisons le point. Dressons la carte des pays en danger. Les pays dont l'influence de ces groupes serait un frein au maintien des valeurs démocratiques. En ce qui concerne l'Europe, c'est surtout dans le cas polonais, par exemple, que les groupes d'inspiration catholique intégriste ont réussi à influencer le politique de telle manière que le politique leur a donné quelque chose en échange de leur soutien, dans le sens, et ce qu'ils leur ont donné en échange, c'est la quasi-interdiction de l'avortement en Pologne, qui a eu lieu en 2020. Donc là, c'était vraiment quelque chose que le parti actuellement, qui était au pouvoir jusqu'aux dernières élections, qui est encore au pouvoir de manière temporaire pour encore quelques jours ou quelques semaines, le Droit et Justice, qui est un parti catholique, on peut dire, très conservateur, voire réactionnaire, mais l'interdiction de l'avortement était vraiment, ou la quasi-interdiction, était vraiment le résultat d'une pression d'une partie de la base
qui étaient organisés et poussés par des mouvements réactionnaires. Donc effectivement, ça c'est un des succès qu'ils ont pu avoir en Europe. D'autres moyens d'action de ces différents groupes, c'est de tenter d'attaquer certains droits, certaines évolutions sociétales qui leur déplaisent, devant les tribunaux. Notamment, on a des groupes d'inspiration américaine ou financés par des financiers américains évangéliques, comme Alliance Defending Freedom ou le Centre européen pour le droit et la justice, qui vont faire des actions devant les tribunaux pour tenter de lutter ou de revenir, de faire que le droit revienne en arrière. Disons, je m'explique plus clairement, par exemple, sur le droit sur la fin de vie en Belgique. En Belgique, comme vous le savez, il y a un droit sur l'euthanasie, sur la fin de vie, qui est souvent cité en exemple dans le reste de l'Europe, qui est vraiment assez pionnier. Eh bien, ce droit est attaqué par ces mouvements devant les tribunaux, devant la Cour européenne des droits de l'homme récemment, dans une affaire contre la Belgique, où ces groupes ont échoué. Donc cette loi a été dans l'ensemble jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, donc il n'y a pas eu, donc ils ont largement échoué. Mais c'est une tactique de guérilla juridique, on peut dire. Ils vont tenter par tous les moyens, devant différents tribunaux, différentes cours, de faire petit à petit, de causer des reculs dans le droit, surtout sur les questions de droit de la fin de vie, de droit à l'avortement, en général de droits sexuels et reproductifs, mais aussi, un des éléments essentiels, c'est leur lutte contre les droits des personnes LGBT+. Par exemple, dans les différents pays où ce n'est pas encore le cas, ils vont militer pour que, par exemple, des pays comme la Roumanie ou d'autres pays ne reconnaissent pas le droit au partenariat civil entre personnes du même sexe, sans même parler de mariage, même que le partenariat, ni le droit à l'adoption, par exemple, pour les couples de même sexe. Donc ils vont vraiment militer aussi contre tout un ensemble de droits qu'ils voient comme des éléments, disons, contre nature. C'est vraiment leur argument, leur ligne est vraiment de restaurer ce qu'ils voient comme un ordre naturel fondé sur la religion. Caroline Sagesser, docteur en histoire, chargée de recherche au sein du secteur sociopolitique du CRISP. Il y a des extrémismes religieux qui peuvent aussi être antidémocratiques, contraires à nos principes fondamentaux d'égalité entre les hommes et les femmes, contraires à nos principes d'égalité entre personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc oui, je crois que le terme extrémisme, il est d'ailleurs à mon avis beaucoup plus porteur que radicalisme, parce que radicalisme au départ n'est pas forcément un terme avec la même connotation négative. On peut être très radical dans sa défense de la démocratie, je crois qu'on doit même l'être. Donc je préfère ce terme d'extrémisme, parce que l'extrémisme dit bien qu'on se retrouve aux extrêmes d'un spectre, d'une croyance, et tant et si bien que finalement on s'isole, on n'est plus capable de rencontrer un compromis, de s'inscrire dans un socle de valeurs communes. Donc je crois que ce qualificatif d'extrémisme est plus porteur. Attaquer certains droits devant les tribunaux, comme le droit à l'euthanasie ou l'avortement, et les droits reproductifs, surtout LGBTQI+, comme en Roumanie. Donc ils vont vraiment militer aussi contre tout un ensemble de droits qu'ils voient comme des éléments, disons, contre nature. C'est vraiment leur argument, leur ligne est vraiment de restaurer ce qu'ils voient comme un ordre naturel fondé sur la religion. Le cas de la Russie en est un autre bel exemple. Il nous aide à comprendre les conflits sous le prisme des religions. En Russie, on a une alliance extrêmement claire également entre le pouvoir nationaliste qui conduit donc une guerre d'agression contre l'Ukraine et l'Église orthodoxe russe, car ils partagent une vision idéologique qui est celle dans le cas russe qui est assez spécifique, mais bon, de l'Empire, de la lutte contre ce qu'ils voient comme la décadence de l'Occident avec les droits pour les personnes LGBT+, etc. C'est tout un ensemble de choses contre lesquelles... qui estiment que ces choses-là menacent la Russie, la démocratie, l'égalité des droits menacent l'ordre traditionnel en Russie, et donc ils s'opposent à cela. Donc on a une véritable alliance idéologique. Et là aussi,
il y a vraiment un parallèle ici aussi en Europe entre certains partis les plus à l'extrême droite qui partagent cette vision des choses avec la Russie, cette vision des choses basée sur donc un culte du chef, un culte de la violence qui est typique des mouvements fascistes, et une opposition, une hostilité, on va dire, c'est plus fort que ça, une hostilité à la démocratie et à l'égalité. À ce culte du chef, de la violence, typique des mouvements fascistes, dans un monde troublé, à cette hostilité envers l'égalité des hommes, l'historien et sociologue français Pierre Rosanvallon y ajoute le désenchantement collectif. Ces évolutions ne sont pas simplement le fait d'une histoire de la perversion des individus, mais c'est une histoire de leur insatisfaction avec une société dans laquelle ils semblaient ne pas trouver leur place. Les extrémismes ont toujours ces deux faces-là. Il y a une phase de perversion et il y a une phase d'impuissance. Et il y a une phase de constat attristé que la démocratie ne tient pas ses promesses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ces deux dimensions, la perversion individuelle et puis le désenchantement collectif. Et c'est sur ce terreau-là que les extrémismes bâtissent leur discours. La démocratie ne tient pas ses promesses, le monde nous désenchante. L'extrême droite, elle, est là pour nous réenchanter, pour changer nos vies, pour nous apporter les solutions simples auxquelles les autres n'avaient même pas pensé. Pour ce faire, elle a d'ailleurs édulcoré son lexique, l'extrême droite, comme l'explique le professeur Schreiber. L'extrême droite, souvent, s'est elle-même banalisée et a tenté de nous faire croire qu'elle se normalisait. Cela étant, quand on la voit à l'œuvre dans l'exercice du pouvoir, comme on l'a vu en Pologne, comme on l'a vu en Hongrie, comme on le voit aujourd'hui en Italie, je pense notamment à la politique nataliste de la première ministre italienne, en réalité on se rend compte que cette extrême droite est fidèle à elle-même. Quelquefois, bien sûr, elle doit édulcorer son lexique, ne fût-ce que pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Quelquefois, elle doit s'accommoder de l'exercice du politique et du pouvoir avec la droite, parce qu'elle accède au pouvoir par le biais de coalitions. Ça a été le cas notamment en Italie. Peut-être sera-ce le cas demain en Espagne, où un gouvernement n'est toujours pas constitué. Mais cela étant, je ne pense pas que l'extrême droite soit infidèle à ses traditions. Non, au contraire, elle est toujours fidèle à ses traditions, mais elle a édulcoré son discours. Il ne faut pas être dupe. Il est très clair que quand elle est au pouvoir, elle mène des politiques qui sont des politiques que l'extrême droite revendique depuis des décennies. Ah, la banalisation des extrêmes, une grande constante aujourd'hui de l'extrême droite, avec une championne, Marine Le Pen. La particularité de la position de Marine Le Pen, c'est qu'elle s'est déclarée comme une championne de l'antisémitisme parce qu'elle voyait dans la figure de l'antisémite en France aujourd'hui, la figure de l'immigré et du musulman. Et donc pour elle, se poser en championne de l'antisémitisme, c'est la traduction du fait de se poser en championne, je dirais, de la lutte contre les immigrés. Donc c'est une sorte de version perverse, si je puis dire, de la lutte contre l'antisémitisme. Personnellement, je suis plutôt un optimiste prudent. Je ne sais pas si on peut dire d'ailleurs un optimiste pessimiste. Je ne sais pas si cet oxymore a un quelconque sens. Mais non, je pense qu'il faut rester optimiste malgré les défis auxquels se confrontent nos sociétés, et qui ne sont évidemment pas que des défis politiques. Je pense qu'il faut rester optimiste, mais qu'il faut sans cesse être vigilant. Mais la vigilance, c'est tous les jours. C'est ne rien laisser passer. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'on passe d'un désordre à l'autre, on passe d'une catastrophe à l'autre, on passe d'un conflit à l'autre, d'une indignation à l'autre. Et il est difficile de conserver la même rigueur dans la vigilance. Pour autant, chez nous, même si on l'a vu, le sacré ou le religieux semble s'évanouir, il y a tout de même une propension à la religion. On le remarque dans les actions des anti-choix. Sylvie Losberg, comme Jean-Philippe Schreiber ou Pierre Rosanvallon, recommandent donc la plus grande vigilance. Alors leur projet de société, qui est le projet de ce qu'on appelle les anti-choix, puisque nous, le libre examen, la possibilité de décider, c'est le choix. Bon, alors les anti-choix, c'est t'as pas le choix. T'es ceci ou t'es cela, tu te conformes à
à ce qui est considéré comme étant tes attributs, hein, donc en général des stéréotypes. Mais ces anti-choix sont non seulement organisés, financés, ils ont une stratégie très établie que l'on décrypte d'ailleurs depuis plus de 20 ans et que l'on n'arrive pas à contrer parce que en Belgique, je pense, et c'est pour ça que je dis que c'est pas laïque, que c'est pas un État laïque, qu'il y a une propension à la religion. On est toujours beaucoup plus sensible à quelqu'un qui va se victimiser en tant que religieux que quelqu'un qui va regretter le manque de laïcité. Voilà, émotionnellement, ça n'a pas du tout la même charge en Belgique. Et donc, les partis politiques aussi, au vu surtout à Bruxelles et dans certaines régions de Wallonie, d'une population musulmane qui vient finalement conjoindre les revendications des catholiques. Il y a la pression électorale et puis il ne faut pas se leurrer, nous avons d'autres groupes religieux très influents, moins visibles, comme les évangélistes par exemple, et qui sont aussi des anti-choix. Donc clairement, il va falloir se mobiliser. Se mobiliser, oui, mais comment ? Avons-nous encore une quelconque influence ? Pouvons-nous réellement changer les choses, nous, individuellement ? Quand je parle d'entrée en résistance, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tous ces phénomènes sont fortement banalisés, normalisés. Il y a 20 ans, 30 ans, on avait encore, plus ou moins, même si ce n'était pas partout respecté, on avait encore un cordon qui nous séparait, un cordon sanitaire, comme on le disait, qui faisait clairement la démarcation entre ce que l'on considérait comme acceptable et ce qui ne l'était pas. Et aujourd'hui, ce cordon s'est complètement effacé. La partie francophone de la Belgique est encore un des rares territoires où, d'abord, l'extrême droite n'est pas montée en puissance et où on a encore très clairement cette démarcation. Mais on est parmi les très rares à le faire. En France, on a complètement banalisé le Rassemblement national, autrefois Front National, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, partout, l'extrême droite est banalisée. Et quand je parle de résistance, c'est un peu ça. Selon moi, cette résistance, elle est d'abord symbolique, c'est-à-dire qu'il faut très clairement marquer la frontière entre ce qui est politiquement acceptable et ce qui ne l'est pas, première chose. Et deuxièmement, il faut réfléchir à des moyens d'entrer en résistance parce que de plus en plus, nos libertés se voient restreintes, déjà sans que l'extrême droite soit nécessairement au pouvoir, mais nos libertés sont restreintes et elles vont sans doute l'être de plus en plus si on se retrouve avec des coalitions de partis de droite et d'extrême droite demain dans un certain nombre de pays européens. Et donc la résistance, je la vois comme cela, pas comme une action violente, mais je la vois comme une résistance permanente pour constamment rappeler ce que sont les fondements de nos démocraties, ce que sont les droits et libertés qu'on retrouve dans la Constitution de la Belgique, comme dans les textes internationaux, et on a tendance un peu à oublier. On parle beaucoup de religion aujourd'hui, on parle beaucoup de Bible et d'Évangile, mais on oublie un petit peu que l'Évangile, si j'ose dire, de nos démocraties, eh bien, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce sont les textes internationaux auxquels on a souscrit, et qui sont fondamentalement des textes qui préservent les droits et libertés et qui déterminent de quelle manière ils sont garantis. Aujourd'hui, cette garantie me semble un petit peu mouvante, un petit peu en déliquescence et un petit peu branlante et je crois que c'est là qu'il faut se battre tous les jours. Comment les contrer ? En réduisant la fracture sociale. Je pense que ça, c'est absolument essentiel, en faisant que chacun se sente écouté, avoir une place et avoir une voix dans la société et ne pas être celui d'en bas que personne ne prend en considération. Les anti-choix, les extrémistes religieux ou politiques ont un projet de société, c'est évident. Les intervenants de ce podcast nous rappellent que rien n'est acquis et que faire de la résistance, c'est à notre tour bâtir un projet de société égalitaire et solidaire, démocratique et fraternelle. Mais aussi et surtout se battre pour le maintenir. C'est la raison pour laquelle il faut être prêt avec notre projet de société, nos outils, nos forces vives, parce que le contexte actuel est défavorable à notre projet, mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ce que nous a peut-être nous ont appris les décennies qui viennent de s'écouler, c'est que il n'y a jamais rien d'acquis, me semble-t-il, et qu'il faut constamment taper sur le même clou avec le même marteau, à savoir qu'il faut sans cesse rappeler
ce qu'est le progrès, ce que sont les avancées démocratiques, et il faut chaque fois faire preuve de pédagogie. C'est essentiel, et le maillon faible, je dirais, ce sont les plus jeunes. Quand on voit quelles sont les catégories d'âge qui sont les plus enclines à voter pour les partis populistes et pour les partis d'extrême droite, eh bien ce sont précisément les plus jeunes qui, manifestement, n'ont pas suffisamment été éduqués au civisme, n'ont pas suffisamment été éduqués à la citoyenneté, n'ont pas suffisamment été éduqués à l'histoire de notre vie politique et à ce que sont les partis radicaux, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et donc je pense que là, en effet, il y a un effort à faire constant pour rappeler de manière permanente ce que sont nos valeurs, ce que c'est que la démocratie, ce que sont les combats pour le progrès, notamment en matière d'égalité, égalité sociale, égalité entre les hommes et les femmes. C'est un combat permanent, c'est une pédagogie permanente, et peut-être a-t-on considéré trop rapidement, il y a quelque temps, que les choses étaient acquises. Non, ce qui se passe aujourd'hui nous montre que rien n'est acquis, tout est fragile, nos démocraties sont vulnérables, nos valeurs et nos principes sont extrêmement vulnérables. Et donc faire de la résistance, c'est aussi ça, c'est faire ce travail pédagogique absolument nécessaire. Un travail pédagogique hautement important est mis en place depuis des années au sein des régionales du Centre d'action laïque et de ses associations constitutives. Nous le découvrirons dans le prochain numéro de ce podcast, avec des hommes et des femmes de terrain qui se battent pour nos valeurs démocratiques. Action directe dans les écoles pour éduquer les élèves aux théories complotistes ou éduquer à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais bon, ce sera pour un prochain numéro. D'ici là, on ne saurait que vous conseiller la lecture du livre dont nous avons parlé, de François Fink, Les croisés de la contre-révolution, à se procurer sur notre site www.laïcité.net. À très bientôt.